Donc, en guise de dernier cours, bon, je ne voulais pas faire un cours complet. J'ai déjà couvert beaucoup de sujets différents dans mes cours et puis les orateurs du séminaire également. Donc, je voudrais juste faire peut-être un bref bilan de ce qu'on a vu. Et puis, essayer de répondre à une question, enfin plutôt une agglomération de questions que j'ai reçues. Et puis ensuite, vous donner la parole pour voir s'il y a d'autres questions, d'autres points que vous souhaiteriez discuter. Et sachant que Thierry Cocon et d'autres sont les bienvenus aussi pour répondre à ma place si les questions sont trop difficiles. Donc le bref bilan, donc effectivement on est parti de la correspondance de Curie-Howard telle que esquissée par Curie dans son livre à la fin des années 50 et puis formulée clairement par Howard dans son célèbre manuscrit 1969. Et c'est vrai que j'avais complètement occulté le fait que ça fait 50 ans. Est-ce que ça a inconsciemment joué dans mon choix de ce sujet, sachant que c'est aussi l'année de mes 50 ans à moi. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose d'un peu freudien là, mais en tout cas, le sujet s'était imposé à moi pour ce premier cours au Collège de France et je ne le regrette pas. Et donc effectivement, cette idée qu'on peut voir les propositions de la logique intuitionniste comme les types du lambda calcul simplement typés, et que du coup, les termes, les programmes fournissent des démonstrations, les termes de preuve, pour la logique, et la réduction, l'exécution du programme correspond à la normalisation de la preuve, l'élimination des coupures. Et Curie avait juste regardé le fragment implicatif, et Howard montre que ça fonctionne également pour d'autres connecteurs logiques. Et donc ce qui est assez remarquable, c'est que ça se distingue radicalement de l'approche proposition égale programme, qu'on a vu déjà un peu, par exemple, le lambda calcul de Church, les lambda termes, c'était les propositions, et puis qui va se développer justement dans les années 70 sous la forme de la programmation logique, où le programme, c'est un énoncé, c'est une proposition, un énoncé d'existence essentiellement, et l'exécuter, c'est voir si cet énoncé est satisfait ou non. En revanche, ce Curie-Howard implémente, si j'ose dire, l'interprétation Brouwer-Haitink-Kolmogorov de la logique intuitionniste. L'idée qu'une proposition est vraie en logique intuitionniste s'il existe une justification, une construction, un terme de preuve, allons dire aujourd'hui, qui la justifie. Et ce terme de preuve, c'est justement un lambda terme. C'est ce que dit Howard dans son papier. Alors après, comme l'a rappelé Thierry, sur la naissance du calcul des constructions, il y a eu toute une série d'enrichissements des types et des propositions pour représenter plus de choses, du polymorphisme, pour représenter des types dépendants, les notions d'égalité, et puis aussi une unification syntaxique entre les termes et les types. Cette fois-ci, c'est plus la syntaxe qui les distingue, c'est plutôt des univers qui contrôlent qu'est-ce qui peut être interprété comme terme, qu'est-ce qui peut être interprété comme type, mais du coup on a des types de types et des types de types de types, et ça devient beaucoup plus riche. Et on obtient ces formalismes unifiés pour programmer et raisonner la théorie des types de Martin-Löf, le calcul des constructions, les pure type systems. Et effectivement, j'ai très peu parlé des travaux de De Bruijn sur Automate, mais ça rentre aussi dans cette énumération, et je suis content que Thierry ait rappelé les travaux précurseurs de De Bruijn là-dessus. Donc on obtient ce qu'on pourrait appeler la correspondance de Curie, Howard, De Bruijn, Girard, Martin-Löf et peut-être quelques autres. Donc non seulement on a une théorie des types plus riche, avec en particulier des types pi et des types sigma qui permettent d'interpréter les quantificateurs pour tout il existe, des types d'identité qui permettent d'interpréter l'égalité. Donc on a des logiques plus riches et grâce à des types plus riches, mais il y a aussi, en tout cas assez forte, présent de manière assez forte chez Martin-Löf, l'idée qu'on va pouvoir refonder les mathématiques là-dessus, avoir une espèce de théorie des types intuitionnistes, donc sur des bases intuitionnistes et en reprenant un peu les idées de la théorie des types d'origine
de Russell, donc l'idée que les types évitent les paradoxes dans la théorie des ensembles. D'accord. Donc l'idée aussi que voilà, on a ici une réinterprétation, peut-être une meilleure interprétation, une meilleure définition, pardon, d'un certain nombre de concepts familiers en théorie des ensembles, sachant que bon, il y a aussi des choses en plus. Les théories des ensembles n'ont pas de notion de type, n'ont pas de notion de preuve d'égalité, ont beaucoup moins de structure. Bon, donc ça c'est peut-être ma manière un peu maladroite de dire les choses. Et puis je suis tombé sur un charmant transparent de Émilie Riehl, dans l'exposé qu'elle a donné récemment à la conférence en mémoire de Vladimir Voevodsky, où elle parle de la correspondance de Curie-Howard-Voevodsky. Et là, j'ai vraiment repris son transparent. Et l'idée que, en fait, toutes ces notions de théorie et des types ont en fait une troisième interprétation, non pas juste en théorie des comme notion sur les ensembles ou comme logique intuitionniste, mais aussi en termes de théorie de l'homotopie. Et donc, par exemple, un type qui est un ensemble, c'est une proposition, c'est un espace avec des propriétés topologiques dessus. Un élément, c'est un X de type A, c'est un point, etc., etc. Et quand même, ces classes de pouvoir dire fibration au lieu de prédicat. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce transparent qui est dû à Émilie Riehl pour ce côté justement très, très, très. On met en correspondance des mondes avec des vocabulaires différents et des pratiques différentes. Après, alors parmi les choses qu'on a vues dans le cours, et d'ailleurs Thierry en a reparlé un peu aujourd'hui, donc il y a l'aspect type et prédicat inductif, qui est vraiment un mécanisme extrêmement général pour définir des choses. Donc définir des types de données engendrés par les constructeurs, définir des prédicats engendrés par des axiomes et des règles. Donc au lieu de partir d'un ensemble fixe, des prédicats et des connecteurs logiques d'ailleurs. Et donc, au lieu de partir, par exemple, d'une algèbre donnée de connecteurs logiques, on peut définir les siens. Et on obtient également de quoi définir des fonctions récursives, des démonstrations par récurrence et par analyse de cas. Donc, tout ce qu'il faut pour travailler avec. Alors après, ça s'étend dans en fait deux directions, j'en ai noté qu'une. Donc, il y a la direction vers la co-induction et les codonnées, donc des structures de données qui sont infinies, donc qui ne sont pas inductives à strictement parler, mais sur lesquelles on peut quand même raisonner par des principes de co-induction, et qu'on peut, enfin la tendance moderne étant de les présenter non pas par leurs constructeurs, mais plutôt par leurs observations, par leurs destructeurs. Donc il y a ce côté un peu dual qui fait un peu mal à la tête, mais qui d'un autre côté est aussi très satisfaisant. Et puis l'autre direction d'extension que j'aurais pu mettre là-dessus, c'est justement les types inductifs d'ordre supérieur, les higher inductive types, dont Thierry a brièvement parlé un peu plus le mois dernier, où là, un type, il est défini non seulement... Enfin, on a des constructeurs qui non seulement décrivent les valeurs du type, mais également des égalités supplémentaires qui s'appliquent sur ce type. Alors, un sujet qu'on a abordé dans un seul cours, et qui en mériterait sans doute davantage, c'est les liens avec la logique classique. Pourquoi toutes ces choses de théorie des types sont très intuitionnistes par nature, d'accord, et qu'est-ce qu'il faut en plus pour avoir la logique classique, qui est sans doute plus familière pour les mathématiciens. Là aussi, on a de belles correspondances entre type et preuve, type et proposition, terme et preuve, les traductions par double négation, donc qui permettent d'exprimer de la logique classique dans une logique intuitionniste, qui correspondent, au moins pour certaines, aux traductions par passage de continuation, qui ont été réinventées en informatique 20 ans plus tard, pour faire tout à fait autre chose. Et puis, correspondance entre les lois classiques, comme l'axiome du tiers exclu, ou l'axiome d'élimination de la double négation, et les opérateurs de contrôle, comme le call CC de Scheme. Donc ça, c'est un peu une correspondance découverte a posteriori, mais qui est extrêmement satisfaisante pour l'esprit. Alors en revanche, je trouve qu'il y a encore des questions ouvertes là-dessus, la réponse n'est sans doute pas complète. Autant tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que le contenu calculatoire d'une preuve intuitionniste est un lambda terme. Autant personne n'est vraiment d'accord pour dire quel est le bon formalisme de calcul qui exprime le contenu calculatoire d'une démonstration classique. Alors on a vu des morceaux, donc on peut prendre le lambda calcul plus call CC, on peut faire des lambda calculs symétriques, où on a au moins deux lieurs, lambda et mu, et on peut réduire de manière entrelacée des réductions.
On peut faire ça avec des machines abstraites, comme le fait Jean-Louis Krivine dans sa théorie de la réalisabilité classique. On peut faire des calculs de processus. Après tout, tant qu'il y a entrelacé des calculs, autant aller chercher un formalisme adapté, d'accord. On peut faire des réseaux d'interaction, comme les réseaux que Girard utilise pour la logique linéaire. Il y a plein de formalismes et pas encore de conclusions très nettes. Alors oui, un autre point sur lequel je voulais revenir, et que Thierry a mentionné, c'est l'aspect transformation de programme et de démonstration. Donc transformation de programme, c'est le quotidien de l'informaticien. On prend des programmes dans un langage L1 et puis on les transforme mécaniquement, on les réécrit dans des programmes équivalents d'un autre langage L2. C'est ce que font les compilateurs tout le temps, pour passer des langages de haut niveau au code machine exécutable. On passe par plein de petits langages intermédiaires et on traduit mécaniquement. Mais c'est aussi une technique standard de sémantique. Pour donner des sémantiques, par exemple, donner la sémantique de call-cc, on le fait d'un opérateur de contrôle, on le fait par transformation, par continuation, dans un calcul qui n'a pas d'opérateur de contrôle. C'est une technique de programmation. Si vous voulez faire des effets de bord en Haskell, par exemple, vous allez utiliser une monade, qui est une forme de transformation de programme faite à la main. Vous allez manuellement transformer votre programme. Ou si vous voulez utiliser, des continuations dans un programme écrit en coq. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on peut aussi, dans l'esprit de Kurzweil, faire des transformations de proposition et de démonstration d'une logique L1 vers une logique L2. Et les traductions par double négation, c'est un exemple précurseur, ça date des années 30, il me semble, 30 ou 40. Donc Kolmogorov, c'était 1925 et Gödel, c'était des années 30. Donc bien avant qu'on écrive des compilateurs, Gödel et Kolmogorov faisaient déjà de la compilation. Et puis on a vu d'autres exemples, cette fois-là beaucoup plus récents et plus inspirés, je pense, par l'informatique, donc sur le forcing intuitionniste, la théorie de l'encodage de la paramétricité à la manière de Bernardi et ses co-auteurs, où c'est une traduction du type qui vous donne la propriété de paramétricité, et c'est une traduction d'un habitant du type qui vous donne la preuve que le principe de paramétricité est vrai. Les modèles syntaxiques, internes, dont a parlé Thierry aussi, dans l'équipe de Nicolas Tabarot, et je pense encore bien d'autres applications dans le futur. Alors maintenant, parlons des choses qui peut-être marchent moins bien, ou rentrent peut-être moins bien dans un cadre logique. Il y a tout ce qui tourne autour des effets en programmation. Donc on a beaucoup parlé de la mutabilité, le fait de modifier en place les structures de données, de faire des affectations sur des variables. Mais en fait, il y en a bien d'autres. Il y a tout ce qui est exception, interruption du contrôle, opérateur de contrôle. Même la partialité, le fait de pouvoir écrire des fonctions récursives générales qui ne terminent pas toujours, peut être vu comme un effet. Et puis, il y a tout ce qui est communication, comment les programmes font des entrées-sorties, comment on fait du parallélisme à mémoire partagée, avec communication à travers la mémoire partagée, comment on fait du parallélisme par passage de messages, etc. Donc tout ce qui est communication entre programmes. Alors bien sûr, on a un formalisme un peu unificateur qui est celui des monades. Donc c'est bien, on est content. Après, c'est un formalisme qui ne dit pas grand-chose, et en particulier qui n'a pas vraiment de correspondance du côté logique, si ce n'est une vague correspondance avec une modalité, avec des modalités en logique modale. Mais encore une fois, on n'a pas une théorie très générale qui fait que tout ce qu'on sait dire sur la mutabilité s'applique automatiquement aux communications entre processus. Ce n'est pas du tout le cas. Alors les effets algébriques, les gestionnaires d'effets, c'est une représentation un peu plus précise de certains effets, mais pas tous. Donc ça fonctionne très bien, par exemple, pour unifier exception, contrôle délimité et mutabilité, mais ça ne s'applique pas aux continuations dans toute leur généralité, par exemple. Et puis, d'un autre côté, on a aussi des logiques de programme pour raisonner là-dessus, donc des logiques un peu ad hoc qui nous aident pour raisonner sur certains effets, la logique de Hoare ou les logiques de séparation sur tout ce qui est mutabilité, modification en place. Mais encore une fois, ce sont des logiques à chaque fois spécifiques à un effet particulier. Donc là, je pense que la grande unification entre programmation et logique n'est pas encore là, même si je pense qu'il y a quand même des idées. Et puis, dernière chose qu'on a vue un peu en passant dans plusieurs cours, ce sont des outils pour la sémantique. C'est des outils plus ou moins inspirés par la logique, mais qui nous aident à donner de la sémantique au langage de programmation et à donner un sens au programme. Par exemple, les relations logiques, donc, qui nous permettent de donner des sémantiques à des types, comme des ensembles de termes, ou de relier deux programmes qui ont deux termes qui ont le même comportement.
Et donc les relations logiques et comment on les indice pour qu'elles soient bien fondées, donc soit par des types, soit par des comptes de pas, le step indexing. Et puis un sujet qui est revenu plusieurs fois en fait, et auquel j'ai donné le nom de topos des arbres, parce que c'est le nom que Lars Birkedal utilise. Et donc cette modalité plus tard. D'accord, donc on prend une agette de type usuel, on ajoute cette modalité plus tard, et puis on peut l'interpréter comme des suites de types en fait, indexées par le temps, et qui permettent de construire des objets sémantiques, qui permettent de construire des programmes réactifs par récursion gardée. Donc voilà, donc c'est à peu près les grandes disons, directions qu'on a explorées ou moins effleurées pendant ce cours. Alors après, il y a plein d'autres choses qui manquent, dont on a très peu parlé, ou alors si un peu, mais plutôt dans les séminaires. Par exemple, justement autour des logiques modales, aussi tout ce qui tourne autour de la logique linéaire, qui a été mentionné dans les séminaires de Guillaume Mouche-Macagnoni et puis de Christine Tasson. Bon, donc le sujet est très loin d'être clos, évidemment. Et alors maintenant, pour les questions, donc, honnêtement, je n'ai pas reçu grand-chose par courrier électronique, mais bon, en discutant avec certains d'entre vous, j'en ai identifié une que j'ai un peu agglomérée, disons, ou un peu généralisée. Et la question est la suivante: Curie-Howard fait-il de moi un meilleur programmeur? Après, il y a aussi la question symétrique: Curie-Howard fait-il de moi un meilleur mathématicien? Et ça, je ne vais pas me permettre d'y répondre, même si Assia Maboubi, par exemple, dans son séminaire sur la mécanisation des mathématiques, je pense, a donné des pistes tout à fait intéressantes. Donc, Curie-Howard fait-il de moi un meilleur programmeur? Alors, enfin, de moi et de vous. Et donc, encore une fois, on ne parle pas uniquement de gens qui programment en Haskell ou en Camel toute la journée. D'accord, même moi, j'ai écrit beaucoup de code en C, j'ai fait du Java quand j'étais un peu dans l'industrie, j'ai écrit en assembleur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut apprendre ou retenir? La première chose que je retiens, c'est la primauté de la programmation fonctionnelle pure totale. Alors primauté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais ça veut dire qu'on commence par ça, c'est ce qui vient en premier. À la base de tout programme, pour moi, il y a une collection de fonctions pures, donc sans état, et totales, qui terminent toujours. Et c'est d'une certaine manière des briques de base sur lesquelles on va ensuite construire des choses beaucoup plus compliquées avec peut-être des interfaces avec des bases de données, avec des interfaces utilisateurs, avec des communications réseau, avec des choses qui ne rentrent pas du tout dans ce cadre. Mais il faut commencer par les briques de base. Et je pense que de même, au cœur de tout langage de programmation, il devrait y avoir un langage fonctionnel pur, donc sans état, de préférence typé, parce que c'est quand même plus fiable, et de préférence garantissant la terminaison. Alors c'est loin d'être le cas, d'accord, essentiellement à part Agda et Coq, ça n'existe pas, parce que même Haskell, par exemple, a la non-terminaison dès le départ. C'est de la récursion générale. Et puis Camel a dès le départ un peu de programmation impérative en plus. Bon. Et donc il faut déjà une certaine discipline, même en Camel ou en Haskell, pour programmer dans ce noyau, et puis encore plus en Java ou en C. Mais je pense qu'on peut y arriver, et ça vaut la peine de se forcer à le faire. Parce que ces fonctions pures qui terminent toujours sont à la fois des programmes, mais ce sont aussi des définitions mathématiques. On peut raisonner directement dessus, il n'y a pas besoin de logique de programme, pas besoin de logique de or, de préconditions, de postconditions, de choses. C'est juste isomorphe à une définition mathématique. Et ça se voit très bien en Coq, par exemple, où écrire une fonction pour qu'elle s'exécute et écrire une fonction pour prouver les choses dessus, c'est la même chose. C'est la même fonction qu'on écrit. Alors, quand on est pur et total, on peut avoir un typage statique avec des types très très riches. Des types dépendants, des équations comme dans les HIT, comme les types inductifs d'ordre supérieur, etc. Alors que par exemple, dès que vous avez de la non-terminaison, tous les types sont habités, et puis dès que vous avez des effets de bord, vos types dépendants, ils ne veulent plus dire grand-chose. Donc voilà, donc ça permet d'aller beaucoup plus loin sur le typage. Et puis, ça permet aussi au langage d'exprimer des termes de preuve. Et donc, à l'intérieur du langage, il y a forcément une logique et, à la Curie-Howard et avec des termes de preuve. Et dès que vous avez un programme qui ne termine pas, d'accord, il habite tous les types, et du coup, votre logique, elle ne veut plus dire grand-chose.
Alors maintenant, bon, quand même dans la vraie vie, on a souvent besoin d'écrire des programmes partiels, enfin avec de la récursion générale ou des boucles dont on n'est pas certain qu'elles terminent. Alors il y a de mauvaises raisons pour ça, d'accord. Il y en a une raison, c'est qu'il faut être Turing complet. Un langage qui n'est pas Turing complet, qui garantit la terminaison, c'est pas bon. C'est pas vraiment vrai, d'accord. Tous les calculs utiles sont probablement, on peut démontrer qu'ils terminent, d'accord. Les seuls calculs et du coup, on peut déjà les exprimer dans système F, enfin dans des systèmes très simples. Pour obtenir des calculs intéressants mais non probablement terminants, il faut diagonaliser, d'accord. Typiquement, l'algorithme qui vérifie la terminaison, si on le diagonalise, on peut exhiber un programme qui va toujours terminer mais qui ne sera pas prouvé dans la même logique comme terminant. Bon, mais donc aucun intérêt pratique. L'autre mauvaise raison, c'est mais il y a des programmes qui ne doivent pas terminer. Un serveur web ne doit pas terminer. S'il termine, c'est qu'il plante. Et en fait, si, c'est pour chaque requête envoyée au serveur web, la réponse doit arriver dans un temps fini. Donc ça, c'est une généralisation de la terminaison qui est la productivité. Le programme est réactif, mais à chaque action, il y a une réaction en temps fini. Alors les bonnes raisons pour être obligé de faire de la partialité ou de la récursion générale, c'est que démontrer la terminaison d'un algorithme peut être difficile. Peut même être arbitrairement plus difficile que de démontrer sa correction partielle. S'il termine, alors le résultat est bon. Sachant que pour beaucoup d'applications, la correction partielle suffit. Alors je pense que pour votre serveur web, vous voulez savoir qu'il est réactif. Mais je ne sais pas, un calcul batch, un compilateur, mon exemple favori, bon, bah, s'il ne termine pas, s'il ne produit pas de code exécutable, ben, c'est bien dommage, mais enfin, personne ne va être vraiment lésé. Et donc, non seulement démontrer la terminaison d'un algorithme peut être difficile, mais maintenant, coder l'algorithme dans un langage normalisant, fortement normalisant, peut l'être encore plus, parce que, en fait, dans le programme, il va falloir exprimer sa preuve de terminaison aussi, d'une certaine manière. Et cette preuve, elle peut être exponentiellement, ou autour d'exponentiellement plus grosse que le programme lui-même. C'est des cas pathologiques, mais quand même. Donc voilà des raisons pragmatiques pour lesquelles on sort déjà de ce cadre de calcul pur. Et alors après, bien sûr, terminer, c'est bien, mais on voudrait aussi avoir des garanties plus fortes aussi parfois. Donc parfois terminer, c'est une contrainte trop forte, et puis parfois c'est une garantie trop faible. Il y a plein de cas où on veut garantir le temps d'exécution dans le pire cas, d'accord. Donc non pas ça termine, mais ça termine en 10 millisecondes. Ça, c'est dans tous les systèmes embarqués réactifs de contrôle commande. Ou garantir une complexité asymptotique. On termine, mais en temps linéaire, en l'entrée ou quasi-linéaire. Alors, même chose pour l'impératif. Pourquoi programmer un impératif avec des données mutables? Alors, il y a de mauvaises raisons. Un algorithme, c'est une recette de cuisine, ça marche comme ça. Tous les algorithmes fonctionnent par transformer un état par étape. En fait, non, c'est juste la manière usuelle de les présenter. C'est juste parce que les Communications of the ICM, dans les années 60, on dit bon, tous les algorithmes qu'on publie devront être écrits en Algol 60. Et l'autre mauvaise raison, c'est comme ça que fonctionne le matériel. Alors c'est vrai, la mémoire, les registres, ça marche comme ça, mais c'est pas, quand on programme, on s'éloigne très très vite du matériel, et en particulier si vous saviez exactement comment fonctionne la mémoire de votre ordinateur, vous seriez avec tous les caches, les machins qui se communiquent, qui s'invalident, les lectures anticipées, les écritures retardées et tout, vous seriez horrifié, d'accord. Donc déjà, même la programmation impérative usuelle est déjà une abstraction sur ce que fait le matériel. Alors les bonnes raisons, ou les raisons qui nous forcent à faire de la programmation impérative, c'est que beaucoup des meilleurs algorithmes connus utilisent de l'état mutable. Si on essaye, on a des algorithmes fonctionnels équivalents, mais plus lents, au moins généralement d'un facteur log n, puis avec une grosse constante aussi. Alors c'est pas toujours vrai, hein. Parfois on a des algorithmes purement fonctionnels qui sont compétitifs avec les algorithmes impératifs, et c'est super, mais c'est encore pas le cas pour tous les problèmes, et il y a peut-être même un résultat un peu méta d'impossibilité là-dessus. Puis l'autre bonne raison, c'est si on fait de la programmation système de bas niveau, là on est bien obligé de se cogner ce que fait le matériel. Alors les médiations, les synthèses un peu entre ces contraintes. Alors un cas qui marche très bien, c'est quand on peut encapsuler un état mutable dans une interface pure. Ça s'appelle les structures de données persistantes, par exemple. Là, la mutation est utilisée pour avoir la bonne efficacité algorithmique, mais l'interface,
la manière dont les utilisateurs pensent la structure de données est purement fonctionnelle. Et puis l'autre, c'est donc la direction que Guillaume Mouche-Macagnoni avait esquissée dans son exposé au séminaire, qui est de mieux contrôler la mutabilité, en particulier par de la linéarité. L'idée, c'est que si vous avez des structures de données mutables mais non partagées, donc vous savez exactement à chaque fois qui peut modifier, d'accord, ben c'est presque comme avoir un argument supplémentaire et puis produire un résultat supplémentaire. Donc c'est presque de la programmation fonctionnelle. Là où les choses deviennent très difficiles, c'est quand il y a du partage. Quand deux morceaux a priori non reliés à votre programme peuvent accéder à la structure de données mutables. Et en situation de parallélisme, c'est là qu'on a les data races, ce bug de programmation parallèle qui fait qu'on est en train de modifier en compétition la même structure de données. Et donc là aussi, il y a beaucoup de techniques de typage et de logique de programme qui permettent de contrôler cette linéarité et ce partage, ou l'absence de partage, donc les logiques de séparation, les types de possession, ownership types, et vous pouvez voir ça par exemple dans le langage Rust. Et puis pour finir, il y a quelque chose qui est complètement absent, je pense, en tout cas du cours que j'ai fait cette année, c'est tout ce qui est programmation à grande échelle. D'accord ? Et quel mécanisme pour ça ? Alors, certains disent que c'est des objets, c'est des classes, c'est de l'héritage, d'autres disent que c'est des modules et des foncteurs, d'autres disent que c'est des composants logiciels, d'autres disent... Donc chacun a son mécanisme favori. Alors après, il y a aussi parfois un peu de mauvaise foi. Je pense que la programmation orientée objet a été un peu survendue, avec par exemple l'affirmation que, mais si, c'est comme dans la nature, d'accord, une vache qui est un mammifère c'est un animal c'est ceci. Donc cette classification aristotélicienne de la nature se reflète bien sûr sous la forme d'une hiérarchie de classes, bon c'est tout à fait faux. Un autre problème aussi que j'aime pas beaucoup dans la programmation orientée objet habituelle, c'est l'idée que tout code doit être extensible. Donc, on doit pouvoir faire de l'héritage et de la redéfinition de méthodes pour le changer a posteriori. Et parfois c'est utile, mais très souvent on n'a aucun besoin de faire cette extensibilité a posteriori sur du code. Et puis elle nous coûte très cher en termes de... Le programme devient beaucoup plus difficile à écrire et à comprendre. Alors les bonnes raisons pour faire, en revanche, de l'objet, des modules, des composants, etc., ben, c'est tout ce qui est réutilisation, réutiliser du code, et puis on peut espérer réutiliser sa vérification, que ce soit par le test ou par la vérification formelle. Alors en faisant un petit peu attention quand même, donc Ariane 501 a explosé parce qu'ils ont réutilisé un composant de la fusée Ariane 4. Ils l'ont mis dans une fusée qui avait des caractéristiques physiques différentes, sans vraiment retester ou sans retester suffisamment. Donc tout ce qui est décomposition modulaire et barrière d'abstraction, c'est une très bonne manière de programmer. Donc décomposer le programme en morceaux compréhensibles et qui se défendent un peu les uns vis-à-vis des autres, un peu défensifs, donc qui ne partagent pas tout, qui ont des interfaces bien définies. Et là, il y a les mathématiques, sont une belle source d'inspiration, donc tout ce qui est structure algébrique, hiérarchie de structure algébrique. Et puis, on a l'impression qu'on a des mécanismes au moins de base, qui sont bien compris, justement, mais y compris en termes logiques et en termes de système de type. Donc il y a l'abstraction par rapport à un paramètre, c'est l'abstraction de fonction. Il y a l'abstraction par rapport à un type, on peut voir ça plus ou moins comme la quantification existentielle. Il y a le polymorphisme paramétrique, donc plutôt l'abstraction par rapport à un type, qu'on peut voir comme le pour-tout. Et puis j'aurais dû aussi ajouter les aspects récursifs, mutuellement récursifs. Le problème, c'est que en fait, la plupart des mécanismes de haut niveau, ce qu'on veut vraiment montrer aux programmeurs, restent mal compris. Il y a eu dans les années 90 toute une série de papiers essayant d'expliquer la programmation objet et par classe en termes justement de lambda, de il existe et de pour tout. Et je crois que ça a fini par converger sur un codage qui est d'une extrême complexité, qui fonctionne, mais qui est quand même extrêmement complexe. Et de même pour les modules de StandardML ou de Camel, avec les foncteurs et tout. Bon, on arrive à en rendre compte, en gros, dans FOmega avec quelques extensions, mais c'est pénible et non naturel. Et donc, il y a une espèce de rupture entre ce qu'on montre aux programmeurs dans les langages et puis ce qu'on est vraiment capable de formaliser en termes de théorie des types et de Curie-Howard.
Bon. Puis par ailleurs, ces mécanismes de haut niveau sont souvent insuffisants aussi, à mon avis. Et là aussi, on peut trouver mieux. Voilà, donc moi, c'est les éléments de réponse que m'inspire cette question. Est-ce que Curie Howard fait de moi un meilleur programmeur? Et je vous laisse réfléchir et commenter d'ailleurs. Et après, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions et à lancer la discussion dans d'autres directions aussi.